Bonjour. On va voir ici un exercice sur les moteurs à courant continu et spécialement un moteur à courant continu à excitation série. Donc pour comprendre ça, on doit se rappeler tout d'abord quels sont les types de moteurs à courant continu. Donc on va les voir en résumé. Donc, un moteur à courant continu, c'est une machine qui transforme l'énergie électrique sous forme de courant continu en énergie mécanique. Donc, il est composé de deux parties. Une partie fixe qu'on appelle inducteur, une partie tournante qu'on appelle induit. L'induit, elle est caractérisée par une force électromotrice et une résistance interne. Donc le moteur, pour fonctionner, il a besoin d'une alimentation. Donc parfois, on utilise deux alimentations, une pour l'inducteur et l'autre pour l'induit. Donc l'inducteur, lorsqu'il est parcouru par un courant d'excitation, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un flux magnétique. Lorsque les conducteurs de l'induit sont traversés par un courant, ils vont subir l'effet de ce qu'on appelle la loi de Laplace et ils vont créer un couple moteur et le moteur commence à tourner. Dans ce cas, lorsqu'on utilise deux alimentations, on dit qu'il s'agit d'un moteur à excitation séparée. D'accord? Ici, on va donner une résistance petit r comme résistance interne de l'induit, une résistance grand R comme résistance de l'inducteur. D'accord? Parfois, on utilise seulement une seule alimentation et on met l'inducteur en parallèle avec l'induit. Et on dit ici que le moteur il est à excitation shunt ou bien à excitation en dérivée. On peut également rencontrer un autre type de moteur dans lequel on met l'inducteur en série avec l'induit. Et avec une seule alimentation, donc on dit qu'il s'agit d'un moteur à excitation série. Ce type de moteur, on va bien sûr le voir parce que dans cet exercice-là, c'est un moteur qui est généralement très puissant, qui produit un couple très élevé pendant le démarrage. C'est pour cela on l'utilise dans les machines de traction, exemple dans les locomotives des trains. Également, il existe un autre type de moteur dans lequel l'inducteur est composé de deux parties. Une partie qu'on met en parallèle avec l'induit, une partie qu'on met en série avec le reste. Ou bien une partie qu'on met en série avec l'induit et l'autre partie on la met en parallèle avec le reste. On appelle ça un moteur à excitation composée. Pourquoi composé? Parce que il garde les caractéristiques d'un moteur shunt et d'un moteur série. Donc en même temps, c'est un moteur shunt et série. Donc dans ce cas-là, lorsque on met ce schéma-là, on dit qu'il s'agit d'une excitation, d'un moteur à excitation composé, petite dérivation. Et dans l'autre cas, on dit que c'est un moteur à excitation composé, grande dérivation. Donc notre exercice ici, il va bien sûr utiliser ce type de moteur excitation série. Les autres, on va les voir dans des exercices suivants. D'accord? On lit l'exercice. Donc l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on a un moteur à courant continu à excitation en série alimenté
sous 440 volts, il entraîne un véhicule de 10 tonnes. Son rendement, le rendement du moteur, c'est 0,8, tandis que celui de la transmission est égal à 0,9. En palier, ça veut dire lorsque le moteur est dans une phase de stabilité de vitesse, donc la vitesse est de 36 km par heure, on admet que les résistances passives au roulement représentent 3% du poids du véhicule. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la force de résistance, elle est égale à 3% du poids de la charge. On nous demande de calculer le courant absorbé par ce moteur. Donc on fait cette question. On va essayer de faire cette question, puis passer aux questions suivantes. On peut présenter ce véhicule qui utilise un moteur à courant continu extraction série. On va utiliser le schéma suivant. Donc on a le moteur qui absorbe une puissance, qui nous donne une puissance utile, qui passe par la transmission comme la boîte à vitesse, puis nous donner une puissance mécanique qui va bien sûr entraîner la charge. Donc la charge, qu'est-ce qu'il a? Il a un poids. Il a un poids. Le poids de la charge, c'est M fois G. Donc le poids, on va l'appeler poids de la charge. Poids de la charge, c'est quoi? C'est M fois G. Avec M, c'est la masse, et G, c'est la gravitation terrestre qui est égale, on va la prendre ici, 10 mètres par seconde carré. D'accord? On va prendre G est égal à 10 mètres par seconde carré. Bien sûr, M c'est quoi? C'est 10 tonnes. 10 tonnes. 10 tonnes, c'est quoi? C'est combien? C'est 10 à la puissance 4 kg. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mg, le poids, ça sera égal à quoi? À on a 10 à la puissance 4 fois 10 fois 10, ça veut dire 10 la gravitation G, ça donne 10 à la puissance 5, 10 à la puissance 5 newton, 10 à la puissance 5 newton. Donc la force de résistance, on nous a dit que est égale à 3% du poids de la charge. Ça donne combien? 3% de 10 à la puissance 5, ça nous donne quoi? Ça nous donne 3000 newtons. 3000 newtons. D'accord? Maintenant, quelle est la puissance mécanique demandée par la charge? Cette puissance mécanique est égale à quoi? On sait que la puissance, c'est quoi? C'est la force fois la fois la vitesse. Donc la puissance mécanique, c'est la force fois la vitesse. Ça nous donne combien? Ça nous donne 3000. Donc attention ici, la force, ça doit être en newton et la vitesse en mètres par seconde pour que la puissance soit en watts. D'accord? Ça donne donc V, on a dit que V c'est 36 en palier, la vitesse c'est 36 km
par heure. Donc cette voiture ou bien ce véhicule, il a une vitesse de 36 km par heure. Donc on écrit ça. Donc ça donne combien? Ça donne 3000 fois quoi? Fois 36. 36, on la met en mètres. Donc ça veut dire 36 000. On doit la diviser par 3600 parce que c'est en heures pour que ça soit en secondes. Ça va nous donner une puissance mécanique de 30 kilowatts. 30 kilowatts. D'accord? Donc la puissance mécanique est égale à 30 kilowatts. Donc cette puissance mécanique, c'est pas la puissance absorbée par le moteur. Donc on doit la diviser par le rendement de la transmission et la diviser par le rendement du moteur pour que ça nous donne une puissance absorbée PA. D'accord? Donc PA, la puissance absorbée par le moteur est égale à quoi? Est égale à la puissance mécanique divisé par le rendement de la transmission divisé par le rendement du moteur. Ça va nous donner finalement une puissance absorbée. Une puissance absorbée de combien? De 4100, ou bien c'est ça, 41 666,66 quoi? Watts. Donc ça, c'est la puissance absorbée par le moteur. D'accord? On garde cette valeur-là pour chercher quel est le courant. Donc le courant, c'est simple. On a la puissance absorbée est égale à la tension d'alimentation fois le courant absorbé. Et on va faire simplement le calcul. Donc on passe au calcul. Donc on vient de calculer la puissance absorbée par le moteur qui est égale à 41 666,66. Donc on a P est égal à U fois I, la tension d'alimentation fois le courant. Ça veut dire que le courant absorbé est égal à la puissance absorbée sur la tension d'alimentation. Donc U, on nous a dit U est égal à combien? Est égal à 440 volts. La puissance, on vient de calculer, ça va nous donner un courant qui est égal combien? À 94,69 ampères. D'accord? Donc ça, c'est le courant absorbé par le moteur. Bon, on continue. Donc, sachant que la résistance de l'induit et celle de l'inducteur valent respectivement 0,08 ohm et 0,02 ohm. Ça veut dire la résistance interne de l'induit, c'est 0,08 et la résistance de l'inducteur, c'est 0,02. Calculez la vitesse du moteur lorsque le véhicule est en palier. Ça veut dire lorsqu'elle est à une vitesse de stabilité. Donc, on fait ça. Bon, tout d'abord, on va essayer de calculer la force électromotrice induite. Donc, d'après les données, on nous a dit que il s'agit d'un moteur à excitation série. À excitation série, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le schéma qui va nous donner la loi d'Ohm appliquée à ce moteur-là
C'est ce schéma-là dans lequel l'induit est en série avec l'inducteur. On peut écrire dans ce cas que la tension d'alimentation, c'est la force électromotrice plus la résistance interne de l'induit plus la résistance de l'inducteur fois le courant. Ici, l'inducteur et l'induit, ils sont traversés par le même courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que E, la force électromotrice, est égale à quoi? Est égale à la tension d'alimentation moins grand R plus petit r fois le courant. Donc, si on fait l'application, on va avoir E est égal à 440 moins R plus grand R plus petit r, ça va nous donner 0,1 ohm. 0,1 fois le courant qu'on vient de calculer, c'est 94,69. Donc ça va nous donner une force électromotrice qui est égale à 430,53 volts. Donc on vient de calculer maintenant la force électromotrice E. On va essayer de revenir aux questions pour chercher la vitesse de rotation qui va correspondre à cette tension pour un moteur à excitation en série. Donc on continue. Donc on nous a dit de calculer la vitesse du rotor, du moteur, lorsque le véhicule est en palier. Ça veut dire il est stable. Donc il a une vitesse dans une zone qui nous permet d'avoir une certaine stabilité. Donc on peut lire ces deux graphes pour répondre à cette question-là. Donc la caractéristique à vide à 500 tours par minute, lorsque la vitesse est constante à 500 tours par minute, nous a donné ce tableau-là. Donc lorsque I est égal à 25 ampères, E, la force électromotrice est égale à 108 et ainsi de suite. 50, 202, 100, 326, 150, 383, 200, 418 volts. D'accord? On sait que pour le même flux, attention ici, le même courant, parce que l'inducteur est traversé par le même courant que celui de l'induit, et que c'est l'inducteur qui produit le flux. Donc on peut dire que le flux il est proportionnel ici au courant dont l'induit et l'inducteur. En général, il était seulement proportionnel au courant dont l'inducteur. Ici, donc à 500 volts, quelle était la force électromotrice ici? On ne peut pas le voir ici. Donc si on veut voir ici, donc on a la force électromotrice ici 326 pour un courant de 100 ampères. Donc si on détaille cette zone-là, on peut avoir un graphe de ce type-là. Et on peut dire que le courant pour cette vitesse, ce courant-là, il va donner une force électromotrice de 315. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que dans ce cas, NE sur E est égal à N sur E, avec plutôt N' sur E' est égal à N sur E, avec N', c'est 500 tours par minute, et E, c'est 315.
15. Or, nous, on va utiliser cette force électromotrice avec une force, avec une vitesse qu'on ne connaît pas. Donc, quelle est cette vitesse-là? Donc, la vitesse, on peut bien sûr la calculer. Donc, donc, ça donne combien? Donc, si on fait ça, donc on peut dire que n est égal à quoi? Est égal à E sur E' fois n'. Ça donne combien? Ça va donner combien? Il va nous donner une valeur. Quelle est la vitesse qu'on va avoir? 430,53 fois 500 sur 315, ça va donner une vitesse de rotation de 683,38 tours par minute. Donc ça c'est la question, plutôt la réponse à la deuxième question. D'accord? Bon, le véhicule maintenant absorbe une rampe. On constate alors que l'intensité du courant absorbé double. Calculez alors la vitesse, la nouvelle vitesse du véhicule. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On va appeler ce courant de rampe, on va l'appeler I seconde. Donc, il a doublé, il est devenu 2 fois I. Ça veut dire 2 fois 94,69. Ça va nous donner un courant de rampe de 189,38 ampères. 38 ampères. D'accord. Il va correspondre à une force électromotrice E', E seconde, qui est égale à U, c'est un moteur série, moins R plus petit r I seconde. Donc R plus petit r, ça donne 0,1 ohm, 440 ici, et ça c'est son R, ça va nous donner une force électromotrice de 421,06 volts. Ça c'est la force électromotrice correspondante. Donc pour une vitesse de 500 n est égal à 500 tours par minute, donc si on détaille ça, on va avoir ce graphe là, on va avoir dans ce cas, c'est ce courant là, il va nous donner une force électromotrice E est égal à 405 volts. 405 volts. On va avoir une vitesse correspondante qui est égale à E seconde sur E fois N. Ça va nous donner combien? Ensuite, N seconde est égal à E seconde sur E fois N.
application numérique 421,06 sur 405 fois 500 est égal à 519,82. Ça, c'est la vitesse de rotation du moteur. Donc, ici, donc on vient de répondre à toutes les questions de cet exercice et à bientôt.